Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver sur la première télévision panafricaine, Africable Télévision, pour vous présenter votre magazine économique Eco Hebdo. Cette semaine, nous recevons comme invité M. Oumar Ndoye, assureur. M. Ndoye, bonsoir. Bonsoir, M. Diakité. Merci de l'honneur que vous nous faites en acceptant de venir débattre des questions qui vont porter sur les assurances. Merci. Alors, pour commencer ce magazine, nous allons commencer par le Mali. Comment accélérer l'intégration régionale et la croissance économique pour permettre de développer encore une fois notre flux commercial, intensifier les échanges entre les pays africains? Ce sont là, entre autres questions, qui ont été débattues au cours du troisième et dernier jour du forum de Bamako qui avait pour thème cette année l'Afrique entre le chaos et l'émergence. Le rendez-vous a vu la participation notamment de plusieurs experts africains venus très nombreux participer à ce forum, mais également d'autres experts venus d'ailleurs. Abdoulaye Maïga, Daouda Doumbia, reportage. L'Afrique entre chaos et émergence, c'est le thème retenu pour cette 16e édition du Forum de Bamako. Il puise en effet d'une part dans les malaises auxquels peut renvoyer l'analyse de la situation présente et d'autre part dans l'opinion de plus en plus étendue selon laquelle l'Afrique est l'avenir du monde. Il faut que les États africains se mettent ensemble pour travailler ensemble main dans la main pour éviter les défis et les chaos. Travailler sur tous les plans, et on a les matières premières. On a des ressources, donc exploiter ça, mettre ça en valeur dans le continent africain. À l'issue de ce troisième et dernier jour de ces rendez-vous, les participants se sont donc penchés sur les dynamiques d'intégration et les processus d'ouverture pour développer et intensifier les flux des échanges dans les pays et entre les pays et accélérer l'intégration régionale et la croissance économique. L'intégration régionale, ça c'est un sujet sur lequel on pourrait avoir multiples aperçus, mais ce qui est certain, c'est que dans un premier temps, il va falloir qu'on redonne aux Africains la maîtrise de leur continent, de leur environnement. Et ça passe aussi par un contrôle réel déjà de, je disais à l'instant, de ce que c'est la nutrition. Aujourd'hui, nous avons en Afrique une forme d'aberration où on a la plupart de nos grosses productions vivrières, culturelles, qui sont faites pour satisfaire des besoins étrangers aux Africains, c'est-à-dire en Occident. Ça, ce sont des strates, ce sont des restes de la colonisation où tout ce qui était produit partait satisfaire la consommation étrangère. On peut aujourd'hui, en termes d'intégration, voir dans quelle mesure on peut réduire cela. Juste quand je me suis retiré pour venir à votre micro, c'était justement la question que je venais d'aborder par rapport au présentateur du nom de Hamza, et qui sur un point m'a beaucoup inspiré, sinon impressionné. C'était quoi? L'intégration au niveau de la zone CEDEAO. Il disait qu'il n'avait pas eu d'indices ou de mesures par rapport aux États de l'UE en ce qui concerne l'intégration dans la sous-région. Je dis que vraiment sur ce cas, il faudrait aussi, avec mes prédécesseurs qui ont eu à aborder certaines situations, certains points. Donc moi je peux lui donner un exemple très clair et palpable. C'était quoi? C'était relatif à moi. En 2008, quand j'étais invité à un forum de la CEDEAO à Abuja, donc je devrais transiter par Dakar. Effectivement, de Bamako à Dakar, à l'aéroport, je n'ai pas eu de problème, c'était le billet électronique. Arrivé à Dakar, c'est là qu'on m'a remis mes billets, mais à la douane, à l'intérieur de Dakar, on m'a refusé l'accès de l'avion. Comme quoi, ma carte d'identité n'est pas valable. Et alors que dans la zone CEDEAO, la libre circulation des personnes a été bien décrétée. La fermeture de certains marchés à l'Afrique freine son développement et contribue à les maintenir dans des systèmes rentiers incapables de créer de la richesse et des emplois pour tous. Par ailleurs, le continent reste fortement dépendant du commerce des matières premières et la volatilité de leur cours a des effets négatifs sur la croissance et ses grands équilibres macroéconomiques. C'était donc là un reportage de Abdoulaye Maïga et de Daouda Doumbia. Monsieur Ndoye, je le disais tantôt, vous êtes donc l'invité de cette semaine. Vous venez de suivre avec nous ce reportage sur le forum de Bamako. L'Afrique serait l'avenir du monde. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Ndoye? Merci bien, monsieur Diakité. Tout d'abord, permettez-moi de saluer les téléspectateurs d'Africa Télévision.
Donc pour en venir quand même à la question que vous venez de poser, je pense qu'on peut dire sans risque de nous tromper que l'Afrique est bien évidemment l'avenir du monde. Il y a quelques années, on parlait d'afro-pessimisme, mais aujourd'hui, tous les économistes, même ceux des pays développés, s'accordent à dire que c'est l'Afrique qui est le continent de l'émergence. Et donc, un tel forum qui vient de se tenir à Bamako est de nature vraiment à permettre, n'est-ce pas, aux dirigeants vraiment d'élaborer les meilleures stratégies pour permettre à l'Afrique de peser dans le commerce international. Je crois savoir que la part de l'Afrique dans ce commerce-là est à l'heure actuelle assez marginale. Et ça, c'est un paradoxe, d'autant plus que le continent regorge, n'est-ce pas, de ressources naturelles. Et je pense, à mon niveau, que le challenge, c'est vraiment d'opérer une mutation. Faire en sorte vraiment que l'Afrique n'exporte plus les produits bruts, mais que dorénavant s'installe vraiment une industrie de transformation, n'est-ce pas, pour apporter une valeur ajoutée, n'est-ce pas, à l'économie de nos différents pays. Exactement, vous l'avez dit, il va falloir que l'Afrique se tourne maintenant vers cette industrie, n'est-ce pas, de la production. Nous avons de la matière première, mais cela ne profite guère au continent. Et vous avez également parlé du changement de paradigme, cette mutation tant escomptée depuis des années, depuis des lustres, parce que tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, mais jusque-là, ce que nous voyons n'est pas fameux, M. Ndoye. Tout à fait, j'en conviens avec vous, mais en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que les économies de nos pays sont extraverties, c'est-à-dire que nous avons des économies tournées vers, en tout cas, les marchés des pays industrialisés. Et comme je l'avais dit tantôt, c'est des produits bruts qui sont exportés avec, au finish, la détérioration des termes de l'échange. Donc il faut rompre avec cela, faire en sorte vraiment progressivement d'installer des industries de transformation, n'est-ce pas, qui vont permettre effectivement à l'Afrique d'émerger. Et donc c'est cela. Et il y a aussi un aspect qu'il va falloir privilégier, c'est aussi les échanges entre nos différents pays. Ça c'est extrêmement important et cela a été occulté dans nos stratégies de développement. Qu'il faille nécessairement intégrer. D'ailleurs, c'est l'un des axes qui a été notamment débattu par les panélistes tout au long de ces 3 jours du forum de Bamako. Il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait cet échange inter-État africain, qu'on puisse entre nous-mêmes mettre les balises nécessaires pour, n'est-ce pas, garantir et sécuriser nos échanges commerciaux. Cela va également nous permettre, vous l'avez vu, pratiquement tous les experts du monde se retrouvent à Davos pour parler de l'Afrique, mais pour une fois où de tels forums s'initient en Afrique, il faut débattre l'Afrique sur le continent africain. Je suis d'accord avec vous, M. Diakité. Effectivement, il faut en tout cas mettre en avant l'expertise africaine tout au moins. Et je voudrais dire que c'est aux Africains eux-mêmes vraiment de faire l'émergence de notre continent. Les problèmes de nos pays, il faut les prendre à bras le corps et en discuter chez nous, pas seulement dans les capitales occidentales. Pas uniquement dans les capitales occidentales, je vous l'accorde, M. Ndoye, tout à fait d'accord avec vous. On doit parler de l'Afrique en Afrique et pas les Africains. Qui mieux que les Africains pour connaître les défis auxquels est confronté le continent africain. Alors, M. Ndoye, nous allons cette fois-ci nous tourner vers un secteur qui aussi est un secteur très porteur, c'est le secteur des assurances. Vous êtes du secteur. Alors, première question, comment se porte le secteur des assurances au Mali, M. Ndoye? Je vous remercie de la question. Alors, pour aborder la question du secteur de l'assurance au Mali, permettez-moi quand même de faire une présentation succincte de l'industrie des assurances au Mali. Dans un premier temps, il faut retenir que sur le marché malien des assurances, il y a 11 compagnies d'assurance qui opèrent. Donc 11 compagnies d'assurance, 8 dans les assurances non-vie et 8 dans les assurances vie. On aura peut-être l'occasion de développer ces concepts-là. Les assureurs emploient à l'heure actuelle un effectif de près de 520 personnes, hormis les salariés des intermédiaires. Alors, en termes de chiffre d'affaires, le marché des assurances au Mali fait un chiffre d'affaires d'environ 33 milliards de francs CFA. Et la contribution à l'économie nationale
est d'à peu près 50 milliards de francs CFA. Et là, je voudrais donner une précision, à savoir que notre contribution à l'économie s'entend économie du Mali, mais aussi de la sous-région. Économie de la sous-région. Parce qu'effectivement, l'autorité de contrôle nous permet aussi de financer, n'est-ce pas, l'économie des pays de la sous-région, parce que nous faisons partie d'un même espace. Donc, par rapport à ce que je venais de décrire tout à l'heure, quel est le constat qu'on peut faire? Dans un premier temps, on peut faire le constat de dire que le marché des assurances au Mali est caractérisé par son étroitesse. Imaginez 11 compagnies d'assurance pour un chiffre d'affaires de 33 milliards, c'est peu. C'est tout simplement une moyenne de 3 milliards par compagnie d'assurance. Et ça, c'est corroboré aussi par, si vous voulez, la comparaison qu'on peut faire avec les autres pays de la sous-région. Dans l'espace UEMOA, auquel le Mali appartient, le Mali est troisième économie en termes de PIB derrière la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais quand on regarde de près le secteur des assurances, alors on se rend compte que le Mali est pratiquement au bas de l'échelon. Donc le Mali est avant-dernier devant le Niger. Donc, et les indicateurs de performance ou de développement de l'assurance sont parmi les plus bas. Quand on regarde le taux de pénétration de l'assurance au Mali, c'est-à-dire quand on fait le rapport entre le chiffre d'affaires généré par le secteur des assurances et le PIB du pays, on se rend compte que ce rapport-là n'est que de 0,5%. Donc la contribution du secteur de l'assurance, c'est marginal. C'est marginal. Voilà. Et vous avez parlé du taux de pénétration. Comparé aux indicateurs, nous voyons que la disparité est assez criante. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Bon, qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? En réalité, c'est tout simplement quelques difficultés sur le marché. Parce qu'il faut déjà tenir compte du fait qu'en réalité, il y a effectivement la pression fiscale qui ne contribue pas, si vous voulez, à développer le secteur des assurances. Imaginez-vous qu'au Mali, le taux de taxes d'assurance pour des produits phares comme l'automobile ou la maladie, c'est de 20%. Donc ça, c'est une pression fiscale qui est assez importante, qui ne permet pas, si vous voulez, l'accessibilité de ces produits-là aux consommateurs. Autre chose qu'il faut mentionner par rapport, en tout cas, aux difficultés du développement de l'assurance au Mali, c'est que, comme je le disais tantôt, l'automobile est pratiquement un produit phare au Mali. On peut dire sans risque de se tromper que l'assurance au Mali est connue d'abord à travers l'automobile. C'est la vitrine. Et ce produit-là n'est pas très bien compris. Mais qu'est-ce qui explique cela? Est-ce à dire que vous ne communiquez pas assez ou qu'est-ce qui fait défaut? Je suis d'accord avec vous, M. Diakité, pour dire qu'en réalité, il y a un déficit de communication par rapport, en tout cas, aux produits d'assurance. Donc, pour en revenir à l'automobile, vous savez comme moi que c'est un produit qui est rendu obligatoire par la loi. Absolument. Notamment en ce qui concerne sa garantie responsabilité civile. Or, la responsabilité civile veut dire implicitement que le bénéfice de l'assurance, en cas de survenance du sinistre, c'est un tiers. Et donc, quand il y a un sinistre, les consommateurs se sentent lésés, ils pensent que leur assureur direct devrait intervenir, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est l'assureur de l'autre compagnie qui doit intervenir. Et ça crée une crise de confiance qui fait que les autres branches d'assurance se portent relativement pas bien. Et quand on regarde effectivement les statistiques, l'automobile à elle seule, cette branche à elle seule, occupe 40% du chiffre d'affaires qui est généré par les assurances non-vie. Donc c'est une anomalie, il va falloir que les assureurs s'y mettent, comme vous l'avez dit, en communiquant mieux, pour faire en sorte que les autres branches-là qui sont sous-exploitées aussi puissent se développer. Mais ce qu'on doit aussi retenir, c'est que le comité des compagnies d'assurance du Mali, c'est-à-dire l'organisation faîtière des assureurs, est en train de prendre à bras le corps ce problème de règlement des sinistres et les difficultés de compréhension de nos assurés pour mettre en place, si vous voulez, un dispositif qui va permettre à l'assureur direct, n'est-ce pas, d'indemniser
en cas de sinistre, sont assurés, notamment par rapport aux dommages corporels, pour qu'on ne soit pas toujours dans les mêmes carcans. Absolument. Et là, vous écoutez, il y a trois axes, il y a trois problèmes, je dirais. D'une part, il y a ce déficit lié à la communication. Il y a également cet aspect lié, n'est-ce pas, au fait que le taux, sinon la manière dont vous êtes taxé, fait que votre secteur peine, n'est-ce pas, à trouver l'élan escompté. Je voudrais dire qu'à cela ne tienne, nous demeurons quand même optimistes quant à l'avenir, n'est-ce pas, de l'industrie des assurances au Mali. Nous sommes convaincus que le secteur ne peut pas aller plus bas. C'est un secteur qui est quasi vierge, avec un taux de pénétration faible. Donc nous pensons que dans l'avenir, il y aura des améliorations. Et donc, il faudrait aussi que les assureurs innovent. L'assureur malien, il va falloir qu'il innove. Et l'innovation passera nécessairement par la mise à disposition des produits, n'est-ce pas, innovants aux usagers. Tout à fait, vous venez de le dire, cela va passer effectivement par la mise à disposition de produits innovants. Donc cela va m'amener à parler vraiment d'assurance, de micro-assurance, voyez-vous, parce que aujourd'hui au Mali, il y a quand même l'essor, n'est-ce pas, de la microfinance. Et le corollaire vraiment de la microfinance, c'est la micro-assurance. Donc il va falloir que les assureurs sortent des sentiers battus. C'est la suite logique. Exactement. Et il y a un autre chantier majeur qui est aussi l'assurance agricole. L'assurance agricole parce que notre économie est à dominance agricole. Et il est quand même inadmissible. Et là, vous faites très bien de le dire parce que qui connaît aujourd'hui l'orientation, n'est-ce pas, des gouvernants, des différents gouvernements africains, nous le voyons en suffisance de par les politiques qui sont toujours, n'est-ce pas, mises en place par les différents gouvernements. Nous voyons que l'agriculture prend une part assez importante dans le dispositif aujourd'hui économique de nos États. Et si nous avons un tel produit qui va nécessairement pousser même les jeunes entrepreneurs à venir dans le secteur agricole, parce que nous le voyons, les entrepreneurs viennent souvent dans le domaine d'éthique, dans le domaine, n'est-ce pas, d'autres secteurs, mais l'agriculture peine, n'est-ce pas, à trouver des preneurs. Tout à fait. Donc effectivement, ça c'est un défi majeur, n'est-ce pas, dont les assureurs doivent faire face, c'est-à-dire la couverture des risques agricoles. Mais cela va passer bien entendu par quand même des études préalables, parce que ça ne se fait pas quand même de façon spontanée. Ça va passer par l'élaboration de données statistiques, parce que généralement l'assurance agricole, ça demande quand même à ce que des statistiques soient élaborées. Et cela ne pourrait aller aussi sans l'accompagnement de l'État. Nécessairement. Parce que dans les pays où ce produit-là a évolué positivement, il y a eu l'accompagnement de l'État à travers notamment les subventions qui sont faites aux paysans pour régler leurs primes d'assurance et aussi à travers la fiscalité, comme je venais de le dire tantôt. Il va falloir que l'État s'y implique et il va falloir également revoir la fiscalité pour permettre à ce secteur combien important, combien stratégique pour l'économie nationale de nos pays, n'est-ce pas, de trouver son élan escompté. Monsieur Ndoye, vous venez donc de rentrer d'Abidjan, où s'est tenue la 40e assemblée, n'est-ce pas, générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, en abrégé la FANAF. Quels peuvent être les grands enjeux sortis, n'est-ce pas, de cette assemblée générale? Ok, donc comme vous venez de le dire, nous venons de fêter les 40 ans de notre fédération, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, en abrégé FANAF. Donc l'enjeu en réalité c'était dans un premier temps de faire le bilan de 40 ans d'activité et de se projeter aussi sur l'avenir. Et donc par rapport au premier point, le bilan de la fédération, on peut dire que globalement, ce bilan-là est satisfaisant parce que imaginez-vous qu'il y a 40 ans, c'était 10 compagnies d'assurance qui avaient mis sur les fonds baptismaux cette fédération et qu'aujourd'hui, nous sommes à 195 adhérents et ce chiffre-là va passer à 201 parce que l'Assemblée vient d'accepter la demande de 6 autres membres et donc cette association, cette fédération a un rayonnement incontestable sur le continent aujourd'hui.
nous venons d'Abidjan, il y a eu plus de 1000 participants. Donc c'est vraiment un rendez-vous incontournable. Et je vais même plus loin pour dire que la Fédération des sociétés nationales de droit africaines est un exemple d'institution, n'est-ce pas, en Afrique, qui se caractérise par la bonne gouvernance. Voyez-vous, les instances d'orientation sont régulièrement renouvelées. Le président de la fédération dispose au maximum de 2 mandats. Et donc, vraiment, c'est un modèle. C'est une fédération qui marche bien. Exactement. Maintenant, pour en venir au bilan sur le terrain, on peut dire que grâce à cette fédération aussi, nous avons, avec bien entendu l'accompagnement de l'autorité de régulation supranationale, c'est-à-dire la Conférence internationale des marchés des assurances, en abrégé CIMA, notre fédération a pu engranger des résultats fort appréciables, notamment l'émergence, n'est-ce pas, de groupes africains d'assurance, ainsi que l'émergence de groupes, ou en tout cas l'émergence de compagnies de réassurance africaines. Grâce également à cette fédération, nous avons assisté à une amélioration dans le règlement des sinistres. Voyez-vous. Donc il y a moins de contraintes dans les règlements des sinistres. Les sinistres sont beaucoup plus réglés dans les différents pays. Voyez-vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler évidemment de cette harmonisation, n'est-ce pas, des actions de ces différentes compagnies d'assurance qui interviennent sur les différents pays de l'espace, n'est-ce pas, l'espace UEMOA. Et vous l'avez dit, les compagnies d'assurance africaines, ça fait quand même déjà 40 ans que la fédération existe. Mais justement, le thème de cette année a porté sur l'assurance africaine au cœur de l'émergence économique. Le secteur des assurances est un secteur qui mobilise plusieurs milliards, n'est-ce pas, de nos francs. Alors, quelle peut être l'influence, n'est-ce pas, des assurances sur le développement économique de nos différents pays? Ok, je vous remercie pour la question. Comme vous venez de le dire, le secteur des assurances joue un rôle très important dans le développement économique d'un pays. Mais il ne faut pas occulter aussi le rôle premier de l'assurance par rapport à l'économie, qui est aussi, si vous voulez, la protection de l'économie, c'est-à-dire la sécurisation des investissements. Ça, c'est le rôle fondamental. À travers la sécurisation des investissements opérés dans un pays, l'assureur permet la continuité de l'activité économique. Et comment s'opère cette sécurisation dont vous parlez? Bon, la sécurisation, c'est de dire, par exemple, un investisseur qui vient créer une entreprise, par exemple, n'est-ce pas? Donc, c'est l'assureur qui va aussi sécuriser, n'est-ce pas, cet investissement-là par rapport à des risques qui pèsent sur l'entreprise. Voyez-vous, c'est ça, fondamentalement, la mission première de l'assureur. Et comme il se trouve qu'entre le moment où nous collectons les primes auprès de nos assurés et la survenance des sinistres, nous disposons, n'est-ce pas, de fonds. Et c'est ce fonds-là, ce sont ces fonds-là qui vont être injectés dans l'économie nationale, d'où on parle du rôle de l'assurance maintenant dans le développement économique d'un pays à travers les placements que les compagnies d'assurance effectuent. Et ces placements, il y a, si vous voulez, une réglementation à la matière qui va nous inviter, qui va inviter les différentes compagnies d'assurance à investir soit dans les liquidités, soit dans les actions, soit dans les immobiliers, n'est-ce pas, ou dans les obligations. Donc il y a un catalogue de placements qui est, si vous voulez, identifié par l'autorité de régulation, et l'assureur a un devoir vraiment d'opérer une diversification de manière à être en mesure, le jour voulu, n'est-ce pas, de régler les sinistres qui sont dus aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats d'assurance. Donc voilà un peu le rôle économique, n'est-ce pas, des assureurs, pour dire aussi que par rapport au bilan de notre fédération, on peut dire que cette fédération-là aussi a réussi par rapport à son accompagnement à nos différentes économies. Donc actuellement, le chiffre d'affaires qui est généré par la fédération, par les membres de la fédération, ça fait environ 900 milliards de francs CFA. Et la fédération gère actuellement plus de 1700 milliards d'actifs. Donc vraiment, on peut dire que c'est une contribution de taille. Mais qu'à cela ne tienne, il ne faut pas que l'on tombe dans l'autosatisfaction, parce que
malgré ces résultats engrangés, on se rend toujours compte que le niveau de développement de l'assurance dans les pays de la FANAF est très faible si on fait la comparaison avec l'Afrique du Sud, par exemple, ou même le Maroc. Le Maroc, à lui seul, fait 1,5 fois, n'est-ce pas, le volume de primes qui est généré par l'espace FANAF. Donc, c'est pour dire que, effectivement, en se projetant dans le futur, alors il y a beaucoup de choses à faire. Il va falloir que les compagnies d'assurance fassent beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux que ça, je vous l'accorde. Effectivement, il y a de quoi se réjouir, mais le chemin reste encore long. Il y a du chemin à faire, il y a du boulot, il y a des innovations à apporter. Il faut de la créativité. Cette semaine, nous recevions comme invité M. Omar Ndoye, assureur de son État. Il est donc le directeur général de la nouvelle alliance d'assurance en Allias SA. Merci M. Ndoye. J'ose espérer que nous aurons d'autres occasions, n'est-ce pas, pour venir débattre de ces questions d'assurance. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques. Merci et portez-vous bien. Restez sur la panafricaine Africa Télévision. Merci et bonsoir.